l'espace à Goualand avec un baobab qui vous accueille déjà à l'entrée, tout un symbole de fierté nationale, une fierté envers Genou Rouge. Nous sommes dans la fraternité, la justice et le travail, et tout ceci s'harmonise merveilleusement bien avec l'excellente initiative de la plateforme indépendante d'éveil et d'opinion sur les sujets politiques et sociétaux. Bienvenue dans les coulisses politiques. Ce sont des professionnels des médias qui sont au cœur de la gestion de la cité. Le café est déjà servi, le forum de discussion peut bien s'ouvrir maintenant avec des invités de marque et un public bien chaleureux. Nous sommes en fait, c'est un jour spécial et moi j'ai un immense plaisir de partager ce moment unique avec mon confrère Axel Herman Balou. Bonjour. Bonjour chers confrères, bonjour à tous et bonjour également aux invités. Bonne fête à vous. Merci, je vous le souhaite également. Ben voilà, avec ma consoeur également, Olive Tchon. Bonjour. Bonjour à vous, Fortune. Merci, bonjour, mesdames, messieurs, bonjour. Chers invités, bonjour et bonne fête à toutes et à tous. Alors, un événement singulier, une thématique originale, 63 ans d'indépendance du Bénin, acquis, perspective et politique de développement durable. Axel. Merci beaucoup, Fortuné Rondefa. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue donc sur Café Coulisses, une initiative du Presse Club Coulisses Politiques, cette plateforme d'éveil, d'opinion sur les sujets politiques et sociétaux. Café Coulisses, c'est un forum de discussion et de décryptage de l'actualité nationale et internationale, un peu comme l'a présenté tout à l'heure Fortuné Rondefa. Eh bien, c'est d'ailleurs à juste titre qu'intervient cette première émission qui consacre évidemment le lancement du programme qui a pour thème, Fortuné l'a rappelé tout à l'heure, 63 ans d'indépendance du Bénin, acquis, perspectives et politiques pour un développement durable. Et pour tenir donc cette émission qui reste spéciale dans son contexte, nous avons 5 invités avec nous que je me permets très rapidement de commencer par présenter. Alors, le premier, il s'appelle Kamal Wassagari. Il est député à l'Assemblée nationale sous la coupole des démocrates. Monsieur Kamal, soyez les bienvenus. Merci. À vos côtés, Paulin Kende Akpono, il est membre, fondateur du Bloc républicain. C'est un parti politique du Bénin. Il est également directeur de société du Bénin. Monsieur Akpono, bonjour et bienvenue sur cette émission. Bonjour et merci de m'avoir invité. À côté de vous, il y a monsieur Eloge Francis Atade. Il est le représentant donc de la première autorité de la commune. Il est également politologue. Monsieur Atade, bonjour. Bonjour. Juste à côté de vous, je remarque la présence de monsieur Basile Thibozo. Il est président donc de la PADEM Bénin, communicant. Il est journaliste politique, ancien président du CNPA. Monsieur Thibozo, bonjour. Bonjour. Et enfin, nous avons donc monsieur Salomon Ojo. Il est leader politique, membre du parti politique FCBE. Monsieur Ojo, bonjour et bienvenue. Bonjour. 63 ans après, on a juste envie de leur demander d'abord leurs impressions. Je vais demander au chef terrien, puisque c'est lui qui nous accueille. Exactement. Il doit pouvoir nous dire d'abord ses impressions à lui, avant que les autres... Il représente le chef terrien. Il représente le chef terrien. Alors, il va me donner ses impressions avant que les autres ne disent ce qu'eux, ils ressentent. Voilà. 63 ans après, il est bon de s'arrêter pour faire un bilan. Et puis le bilan, je crois que tel qu'il se présente est élogieux, parce qu'on avait senti 63 années d'immobilisme, 63 années, je crois, de routine. Mais depuis un moment, avec les réformes courageuses qui ont permis plus ou moins d'indiquer le chemin à suivre, on peut se réjouir de ce que le Bénin est en train de faire de petits pas dans la bonne direction. Surtout que, à la faveur de l'installation de la zone industrielle, nous avons commencé par faire des prouesses parce que nous avions produit et nous sommes allés loger sur des marchés internationaux des produits made in Bénin parce que c'était juste une incantation au départ. Aujourd'hui, ça devient une réalité. On peut déjà s'enorgueillir. On peut faire davantage. Mais écoutez, de 60 à aujourd'hui, il faut dire qu'il y a des césures chronologiques.
parce que chaque 15 ans, il y a des événements en fait qui s'annoncent au Bénin. J'ai bien envie de faire ma première question à M. Akponon qui reste très attentif et très collé donc aux actualités. M. Akponon, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui, 63 ans après l'indépendance donc du Bénin? Quels sont les acquis dont vous pouvez nous parler de façon tangible, palpable? Je voudrais donc féliciter les organisateurs de ce panel, de cet événement, pour parler 63 ans après des acquis pour le Bénin, des perspectives, mais aussi quelle politique pour le développement durable. Ici, nous avons vu tous les partis politiques, dans tous les cas, les principaux partis politiques qui animent effectivement la vie politique sont ici représentés. Et c'est avec fierté que je porterai la parole au nom d'un parti qui est de la mouvance présidentielle pour parler des acquis. Il y a un adage de chez nous qui dit que pour savoir où l'on va, il faut d'abord savoir d'où on vient. Je crois que nous avons connu, principalement pour quelqu'un de mon âge, la période révolutionnaire que le président Mathieu Kérékou a eu l'honneur de conduire. Et je peux dire que le plus fort taux de croissance économique que le Bénin a connu est sous la révolution. La chose que moi je retiens principalement, que c'était une période caractérisée par l'instabilité totale. Donc avec la révolution, je disais que le fort taux de croissance a été réalisé à l'époque. C'était 11% sous le président Mathieu Kérékou, parce qu'il a basé le développement économique à l'époque sur l'industrialisation du pays. Toutes les industries que nous avons jusqu'au jour où je vous parle, en dehors de Glo Djigbe bien entendu, ont été réalisées au cours de la Révolution. Alors après, quand on est passé dans la période du renouveau démocratique, avec la transition que le président Soglo a conduit et puis un mandat qui a suivi, je crois qu'avec les mêmes cadres, après le fondement de l'écosystème mondial politique à l'époque où le communiste a connu son apogée, ça fait partie le général du pouvoir et la conférence nationale a voulu donner une autre option pour notre économie, le libéralisme économique et le pluralisme politique. Donc le président Soglo a eu l'honneur de conduire cette période, et lui aussi avec les mêmes cadres, où on a dit que le président de la Révolution a échoué, mais avec les mêmes cadres, il a pu faire le miracle en sortant le Bénin de cette situation difficile, en se basant sur deux choses essentielles, la révolution agricole, mais aussi sur les services, notamment le port autonome de Cotonou. Et quand je parle de révolution agricole, c'était principalement le coton à l'époque. Et le fort taux de croissance que le président Soglo a eu à faire pendant son mandat s'est allé jusqu'à 6%. Il est parti de loin parce qu'on était carrément, c'était du chaos, tout le monde le savait. Ensuite, on suivit, parce que le Béninois a un défaut. Quand c'est dur, le Béninois ne veut pas tenir. Parce que le président Soglo avait fait un travail d'écurie, qui lui a valu d'ailleurs ce nom à l'époque. D'autres acteurs politiques sont allés ramener le général Mathieu Kérékou parce qu'ils ne trouvaient pas leur compte dans la gouvernance du président Soglo. Le général Mathieu Kérékou est revenu pour 2 mandats. Donc, Kérékou 1 et 2, avec les mêmes acteurs politiques, avec les mêmes cadres. Et nous savons qu'au bout du rouleau, ça n'a pas marché. Parce que la corruption a été érigée en mode de gestion. Donc le général, en revenant, a été pris au piège de ces politiciens véreux. C'est après cela que le président Yahi Boni est venu avec toutes ses bonnes intentions qui a mobilisé toute la classe politique. Je vais vous rappeler que pendant 1 an, le président, ou 2 ans, le président Yahi Boni a gouverné sans opposition. Tout le monde était d'accord, unanime là-dessus, mais malheureusement, la corruption est revenue sur le tapis, le népotisme s'en est ajouté, et ces belles intentions, malheureusement, il n'a pas pu les réaliser. En tant que journaliste politique bien sûr, il va quand même essayer de nous faire aussi un peu le bilan de 1960 à ce jour. Monsieur Basile Thibozo, qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement en termes d'acquis? Moi je voudrais trouver une tripartite en termes d'évolution de notre pays. 60 à 72, le coup d'État, l'amalgame de coup d'État, la redondance des coups d'État. Vous savez que Maga a été renversé par Soglo,
Soglo est revenu après. Et puis il y a Condoté, il y a Alphonse Allais, il y a Boussouza. Donc on a eu 12 années de stabilité grave qui ont plombé le pays. Ça, il faut le dire. Parce que les nations anglophones, qui ont l'indépendance en même temps que nous, plus ou moins, n'ont pas connu cette instabilité-là. Ce qui fait que, eux, par rapport à nous, par rapport au Ghana, par rapport au Nigeria, déjà, la différence est déjà observée parce qu'on passe notre temps à faire les coups d'État. Vous savez que le malheur de la francophone, c'est la France. Et donc, moi, je le dis. Parce que le colon français n'a fait que diaboliser l'homme noir. Et l'a complètement affaibli. Voyez-vous, comme le système éducatif, calqué sur le diplôme et non sur le mérite. L'anglophone, l'anglais, mise sur le mérite et le diplôme. Aujourd'hui, vous avez vu la suite. Beaucoup de diplômés, d'intellectuels, de doctorants, de professeurs agrégés, professeurs titulaires, mais on est toujours dans l'ombre. C'est ça, le système français. Et puis les accords de défense, n'oubliez pas. Et puis le franc CFA qui nous a servi. C'est un dégât, un chaos économique pour les nations francophones. Et il faut absolument tourner la roue. Moi, je pense que 73 ans après, ce n'est pas un acquis, il faut évoluer. Parce que la perspective par rapport au schéma économique, c'est qu'il faut rompre avec le CFA. C'est fondamental. Le Nigeria avec le Naira, le Ghana avec le Chili, sont des pays qui évoluent systématiquement. Deuxième période, c'est la période démocratique. 1990, la période nationale. C'est pas ce bloc. Le coup 1, le coup 2. Et puis, il y a Iboni, 1 et 2. Et puis, Talon 1, qui est en train de faire son deuxième année. Dans cette courbe-là, on remarque les évolutions. Mais je crois que la plus déterminante qui a métamorphosé systématiquement notre pays, c'est 2016, jusqu'à aujourd'hui. Il faut avoir le courage de dire. Si en 1960, les efforts qui se font aujourd'hui ont été faits, ces amis ont sorti à ce niveau-là. Il faut aussi rappeler que il n'y a que l'honorable Passagari qui s'impatiente. Vous avez la parole aujourd'hui et tout de suite maintenant. Dites-nous, que pensez-vous donc de ces acquis, selon vous? Merci, je profite pour remercier les organisateurs, parce que aussi les participants. C'est déjà heureux qu'on se retrouve ici, parce que dans un passé très très récent, déjà il y a un an, c'était difficile de réunir des acteurs politiques, l'opposition, si des acteurs de l'opposition, tout bord confondu. Parce qu'il y a un an peut-être, les acteurs de l'opposition, soit ils étaient pourchassés, soit ils avaient peur de prendre la parole. Et je pense que c'est vrai que ça diminue. Moi, peut-être, j'ai la chance, je suis député de la nation, j'ai peut-être l'immunité parlementaire, je peux dire certaines choses, mais tout le monde n'a pas ce courage de dire. Parce que la peur existe encore d'une manière ou d'une autre. Mais sur ce, je tiens à féliciter tout un chacun. Et pour répondre à la question, moi, contrairement à mon frère Chibozo, de 60 à ce jour, je prends 3 grandes périodes. La première période de 1960 à 1972, qui a beaucoup plus servi à la structuration de l'État. Les premiers, au lendemain de l'indépendance, il fallait faire asseoir l'État. De 1972 à 1990, avec l'avènement du président Kérékou, qui a voulu beaucoup plus continuer dans la structuration et créer une nation béninoise. On sait qu'avec la révolution, tout le monde se sentait concerné. Mais après, maintenant, de 1990 à ce jour, la démocratisation qui a commencé, qui a fait son petit bonhomme de chemin, qui était très très intéressant, mais qui depuis 2016 a commencé par devenir très très bancal. Ça fait mal qu'on dise que parce que je suis élu comme si on m'a fait une faveur. N'oubliez pas qu'on a connu ici une assemblée monocolore, installée avec la présence de l'armée. Et je dis ça fait toujours mal. Aujourd'hui, ça fait mal que des partis politiques, régulièrement constitués, font un chemin de croix avant de prendre part à une élection. Alors, nous allons permettre également donc, à notre invité, M. Salomon Ojo, autant pour moi, donc, de se prononcer sur la question. Merci beaucoup. Je commence par remercier les organisateurs de cette causerie. Comme mes prédécesseurs ont eu à le dire, nous avons connu 3 grandes périodes. La période allant de 1960 à 1972, cette période où on nous appelait les enfants malades de l'Afrique, qui a fini par le monstre à 3 têtes.
Et après ça, nous avons eu le général Mathieu Kérékou, je crois capitaine à l'époque ou bien commandant, qui a fait son coup d'État et a pris le pouvoir et a adopté comme idéologie le marxisme-léninisme. Très belle idéologie qui avait été accueillie par tout le peuple béninois. Il a eu aussi le mérite de changer de nom à notre pays, puisque de 1960 à 1972, c'était le Dahomey. Et quand il a pris le pouvoir, qu'il vous souvienne, le Dahomey est devenu République populaire du Bénin avec drapeau vert, étoile rouge dans l'angle. Voilà. Ce qui a caractérisé cette période, ce qu'il y a eu de positif dans cette période, pendant cette période plutôt, c'est la lutte contre le régionalisme. C'est une période où le Nord et le Sud il y a eu un brassage terrible. Aujourd'hui, le Nord et le Sud, il n'y a pas de différence. Quand moi je me rends chez mon frère à Kérou, je me sens comme chez moi. Je me sens comme chez moi. Je vais à Parakou, j'entends, on parle le fond, on parle le Yoruba, on parle le Nago, on parle le Dendi, on parle le Bariba. Pareil à Cotonou. Ça a été un acquis. Mais très tôt, ce régime basé sur l'idéologie marxiste et léniniste a eu d'énormes problèmes. Vous savez, la France, la patrie colonisatrice, n'ayant pas épousé cette idéologie, comme vient de le dire l'expert journaliste Basile Tibozo, ils ont passé par tous les moyens pour étouffer la révolution. Et l'économie, notre économie a commencé par avoir des difficultés énormes. On a été obligé d'aller à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, à travers des ajustements structurels. Et le pouvoir révolutionnaire n'en pouvait plus. Le général Mathieu Kérékou a été obligé de convoquer la conférence nationale. Et où tous ceux qui étaient en exil, il y a eu une loi d'amnistie qui a été votée par l'Assemblée nationale révolutionnaire d'alors, où tous les exilés politiques sont rentrés. Il y a eu la conférence, il y a eu une autre dynamique, une nouvelle dynamique qui a été installée pour notre pays. Il a dit, je crois bien c'est le représentant du maire ou bien c'est M. Akpona, ça a été le pluralisme politique et une économie libérale. Et de 1990 jusqu'en 2016, l'acquis, ça a été la démocratie. La démocratie a fonctionné normalement. L'acquis de notre peuple, de 1990 jusqu'en 2016, ça a été la démocratie. Où toutes les élections ont été organisées à bonne date. L'alternance au pouvoir, ça s'est bien passé. Mais à partir de 2019, où on a eu à organiser une élection, des élections législatives exclusives, je dis bien, il n'y a plus de démocratie. C'est le chaos politique. Heureusement, ça a été corrigé en 2023, où tout le monde a pu participer aux élections législatives. Je pense que je vais adresser bien ma toute première question donc, à M. Tibozo. Monsieur Tibozo, c'est vrai, vous avez fait tout un développement tout à l'heure. Vous avez fait le rappel des acquis après 63 ans d'indépendance de notre pays, du Bénin. Quelles sont les perspectives aujourd'hui selon vous? Merci. Non, je crois que la perspective, c'est de garder, de maintenir ce qui est beau, ce qui est bon dans les 63 ans. Qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est bon? Selon vous, qu'est-ce qui est beau? L'un des éléments fondamentaux, c'est la paix et la stabilité. Ça, c'est à préserver absolument. Quoi qu'il arrive, malgré tout. Deuxième chose, je pense qu'il faut garder le principe démocratique que nous avons acquis en 1990. Et trouver les mécanismes nécessaires pour que les fils et les filles de ce pays restent toujours ensemble, quels que soient les problèmes. Il va de soi que ceux qui dérapent soient sanctionnés. Mais il faut que ça soit sanctionné dans les règles de l'art démocratique prévues. L'autre chose, c'est gommer le régionalisme.
Parce que le clivage est vite arrivé. Imaginez, la zone de Dassa, de ça vers le nord, etc., a fallu basculer entre-temps. Et aujourd'hui, les plaies ne sont pas encore totalement cicatrisées. Il faut un travail de chirurgie esthétique pour essayer d'arriver à ça. Et il faut éviter à tout jamais que ça n'arrive plus. C'est fondamental. Monsieur Diagne, tout à l'heure, je vais à Kérou, je me sens bien. À Parakou, il y a un brassage. Mais ce n'est pas évident si on continue de maintenir une sorte de violence entre griffes. Donc il faut absolument préserver et garder la paix. Alors, monsieur Tibozo, tout à l'heure, dans votre intervention, vous avez dit que c'est à partir de 2016, le Bénin a quand même commencé par connaître une évolution plus positive que ce qui se passait avant. Vous pouvez bien nous dire un peu ce que le Bénin a connu vraiment en matière de positivité ou en matière de... Non, à partir de 2016. À partir de 2016. Pour moi, ça coule de roche. C'est une évidence de cristal que les agréments macroéconomiques ont évolué quand même. On a eu une sorte de... La lutte contre la corruption a connu une sorte de stabilité, de paix, parce qu'il y a une sorte de ralenti, parce qu'il y a un Guinguette qui est là. Vous savez qu'aujourd'hui, les marchés publics sont gérés autrement. Je ne dis pas que c'est toujours bon. J'observe, en tant que journaliste, j'observe que les pratiques qui ont eu lieu avant 2016 ne sont plus totalement de base aujourd'hui. Du moins, ralenti, attention. Je pense que c'est des acquis qu'il faut capitaliser, qu'il faut apprécier et peut-être améliorer. Donc j'observe ces éléments-là. Et j'observe aujourd'hui que le cadre de vie dans notre pays a beaucoup changé. J'observe qu'on est capable de lever des fonds au plan régional. C'est inédit pour moi, parce que je me dis, mais donc c'était possible il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 60 ans. Donc sur ces acquis-là qu'il faut préserver. Bien sûr, en jouant sur la dette extérieure qu'il faut contrôler. Etc. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'acquis aujourd'hui, maintenant, jusqu'à pouvoir observer bien l'amélioration des acquis-là, pour que ça ne pèse pas trop sur le social. Parce que l'un des éléments de dégâts aujourd'hui, c'est la crucifixion du social. Je crois que le développement qui ne va pas avec le social a un piche. Il faut pouvoir améliorer le piche pour que tout puisse aller à l'amélioration. Je voudrais d'abord faire constater qu'en 60, au moment où on accédait à l'indépendance, c'était qu'on voulait rompre avec le legs colonial. Et de 60, en fait, à 72, nous avions connu une vie politique assez mouvementée. Mais dans l'évaluation de la dynamique, 72 n'est pas une bonne, en fait. 72, en fait, marque un coup d'État. Parce que le premier coup d'État est intervenu le 28 octobre, je crois, 63, avec Maga, et le dernier coup d'État dans le registre est intervenu le 26 octobre 72. Mais dans la dynamique du développement, il y a 60 et 75, en fait. Pourquoi je dis 60 et 75 ? 60, nous avions rompu avec le legs colonial, nous avions accédé à l'indépendance. Nous avions dit que nous allions faire les choses autrement. Mais il se fait qu'il y a eu une rupture conjoncturelle, mais des permanences structurelles, parce que les institutions qui avaient été mises en place depuis le temps colonial ont changé de nom, mais pas de fonction. Les missions ont continué. Ce qui a fait qu'en 75, quand quelqu'un est venu en 72, il a dit maintenant il y a la vraie rupture. Pendant temps, il y a eu les trois glorieuses. 1972, 1914, 1975. Et c'est en 1975 qu'il y a eu les réformes, les grosses réformes qui sont intervenues dans le Dahomey. Et notre pays a changé de nom, est passé du Dahomey à la République populaire du Bénin. En 1975, pour la première fois, Kérékou a mis l'accent sur la production vivrière. Vous savez qu'au départ, c'était l'agriculture de rente. Aujourd'hui, on en tient compte. Il y a les aspects positifs. En évaluant la période révolutionnaire, c'est vrai que pendant 10 ans, Kérékou a prospéré. 72-82. À partir de fin 82, les difficultés économiques ont commencé. Il y a eu la débâcle économique, la banqueroute, mais le pouvoir s'est endurci. Face au durcissement, en fait, parce que Kérékou, évidemment, à un moment donné, en 86, il a géré les recrutements à la fonction publique. Et en 87, on avait déjà commencé par accumuler les arriérés. Donc, en 89, Kérékou a été obligé de signer un pass. Bon, alors, vous savez que la situation s'est aggravée au point que les dérives totalitaires du régime ont conduit à l'effondrement, en fait, du système. Et en 90, on est venu à une nouvelle rupture. On a dit maintenant, il faut aller à la conférence nationale qui a servi de rampe de lancement du Bénin sur la scène internationale. Au point, évidemment, que nous sommes devenus des baromètres des grands changements intervenus sur le continent. Le Bénin est devenu un laboratoire. De 90 à aujourd'hui, nous sommes en train d'expérimenter le renouveau démocratique.
la démocratie avait existé de 60 à 75. À partir de 75, conformément au marxisme-léninisme adopté en 1914, nous avions fait la parenthèse socialiste. Et à partir de 90, on a renoué avec la dynamique démocratique. De 90 à aujourd'hui, il y a eu une volonté de rupture aussi. Parce que vous avez vu, Soglo a voulu changer avec l'ordre des choses, puisque vous savez qu'on était à moins 2% de croissance sous Téléco. On est passé à 4% de croissance sous Soglo. C'est en cela qu'on parle des 6% que je valide. Alors, à partir de Soglo, on a senti quelle dynamique économique qui a repris avec l'assistance des institutions internationales. En fait, la Banque mondiale, le Fonds monétaire, qui sont les institutions catalysatrices des financements des PTF. Donc, le Bénin a été chouchouté par ces institutions. En 1996, alors on est allé à un autre changement parce qu'on a dit que le président Soglo, en fait, ne gérait pas le social, il n'ouvrait pas, en fait, le gouvernement, il n'ouvrait pas, il ne fait pas la promotion des cadres. Et on est allé rechercher Kélékou qui est venu faire 10 ans, 1996 à 2006. Et 2006, mais bon, il est venu de la Banque mondiale, en fait, de la BOAD, il dit, mais ça va changer, ça peut changer, ça doit changer. Ça veut dire qu'il y a eu une volonté de changement. Et on est allé, ben écoutez, on a fait de 2006 à 2016. Vous savez que le géniteur du changement est de la refondation. Parce que finalement, en chemin, il a compris que le changement avait des problèmes. Et il est allé à la refondation pour son second mandat, en fait, qu'il a obtenu à la faveur du chaos historique de 2011. Alors donc, à partir de 2011, on a dit refondation, il faut rebâtir. Mais à la fin de son mandat, on a compris qu'il y avait des problèmes à nouveau. C'est pourquoi le président Talon en venant a dit non, mais allons à la rupture. Donc, c'est comme ça qu'en 2016, on allait à la rupture. Vous avez vu que depuis 1960, il y a eu une volonté de rupture, mais de nombreuses ruptures manquées. Cette fois-ci, à partir de 2016, il y a eu des réformes, en fait. En fait, ça veut dire que les réformes ont des conséquences immédiates fâcheuses, mais des retombées économiques durables. Donc, ces réformes ont provoqué des grincements de dents. Mais, courageusement mises en œuvre, on constate aujourd'hui que le Bénin a commencé à avoir des clientèles rassurantes. Au plan politique, vous avez vu que l'honorable a dit qu'on avait des petits problèmes. Mais il a oublié de mettre l'accent sur l'ouverture démocratique en 1990, qui a permis d'aller à la pluralité des partis politiques, le multipartisme intégral. Sauf que du coup, il y avait juste un parti, le PRPB, le PCD qui existait avec la vie difficile. Donc, on est parti d'un parti unique, en fait, d'un monocentrisme marxisant qui a étouffé, en fait, les énergies politiques à un pluralisme politique célébré par le multipartisme adopté en 1990, mais tellement qu'on en a joui qu'on a créé une kyrielle de partis politiques, une flopée de partis politiques qui, à l'analyse, on en avait près de 200, mais qui n'avaient pas tous des programmes de société, pour une société. Par conséquent, on a compris qu'évidemment, on a joué plus de la liberté qu'il n'en fallait, et il fallait aller à des réformes courageuses. C'est ce qui a provoqué, évidemment, le vote des deux lois, en fait, l'achat des partis et le code électoral qui ont acté la réforme sur les partisans, même si ce n'est pas encore parfait, on a eu quand même des avancées. Aujourd'hui, le paysage politique au Bénin est simplifié. Au plan économique, je crois que l'expert en communication a dit évidemment qu'il y a une dynamique économique qui est en cours qu'il faut saluer. Au point que nous avions eu des lauriers. En fait, ce n'est pas moi qui le dis. Vous avez vu que les institutions financières internationales nous ont décerné des lauriers. Vous avez vu plusieurs fois que le Bénin est logé, a jamais changé de cap. Nous sommes passés de pays, nous sommes allés au niveau des pays à devenir intermédiaires. Bon, même si c'est dans la troisième loge. Mais il y a quand même des efforts qualitatifs qui ont été faits, des bons qui ont été faits, qui sont rassurants. Mais oui, maintenant, par rapport à la société, le chef de l'État, à l'occasion de son investiture, je crois le 23 mai 2021, au moment où il prêtait serment pour son second mandat, a dit que ce mandat sera hautement social. Les mesures sociales ont suivi. Je crois que vous avez vu en 2022, en décembre, les fonctionnaires sentir au moins qu'il y a eu en fait des situations, on a amélioré en fait leur revenus. Vous avez vu qu'en 2023, tout récemment, les personnes qui sont en situation de handicap ont quand même eu une situation, l'État a pris en charge par une loi de façon inclusive. Ces personnes qui se sentent désormais des Béninois, pas des Béninois entièrement à part, mais des Béninois à part entière. L'honorable n'est pas trop d'accord avec ce que monsieur est en train de dire. Il est en train de sourire depuis. Il va essayer quand même de nous donner ou bien de nous dire ce qui lui fait tant sourire. Merci. Ce qui est intéressant, si un fonctionnaire
de l'État parle actuellement, ça peut pas être autre chose que ce que mon ami a dit. Parce que il faut vivre avec les populations pour comprendre que depuis 2016, ça va de mal en pire. Si je prends la charte des partis politiques, je dis on n'avait pas besoin de charte, il suffit seulement d'appliquer les articles de la charte qui existait. Dans la charte qui existait disait si un parti politique ne prenait pas part à 2 élections, le ministère de l'Intérieur peut avoir le pouvoir de radier ce parti du paysage politique. Mais il suffit d'appliquer. De 200 partis politiques, on pourrait se retrouver en ce moment à moins d'une vingtaine. Aujourd'hui, la nouvelle charte, qui n'a pas encore fait 5 ans, nous amène à une quinzaine de partis politiques. Alors, partagez pas la réforme du système. Oui, la nouvelle charte actuelle. Déjà, malgré les difficultés de création de partis qui existent aujourd'hui, on a déjà près de 17, si j'ai encore belle mémoire, près de 17 partis politiques en moins de 5 ans. On parle de 200 partis politiques après de 30 ans. Donc, ça veut dire que si ça continue, on risque de se retrouver encore dans 15 ans à une centaine de partis politiques. Alors, les gens ne continuent pas à faire des dossiers pour créer des partis politiques. Je dis, en parlant de perspective, je dis, il faut vraiment, effectivement, tout faire pour que la paix reste et faire la démocratie, parce qu'il faut que les populations se sentent concernées par ce qui se passe. Toute personne, aujourd'hui, les gens sont un peu calmes, les gens acceptent parce que d'une manière ou d'une autre, les gens sont d'accord, acceptent, parce qu'ils savent qu'ils ont ceux pour qui ils ont voté, ils ont déjà voté, peut-être se sont retrouvés au Parlement. Donc ils se disent, ils acceptent, malgré, je n'aime pas répéter le mot, l'armatan qu'il y a eu et la caducité des documents électoraux qu'il y a eu au lendemain de l'élection du 8 janvier, les gens, les populations ont quand même accepté, parce qu'ils ont retrouvé au moins des Béninois pour qui ils ont voté au Parlement. Donc il faut tout faire pour que ça existe. Mais en termes de perspective, il faut que le gouvernement investisse énormément sur l'éducation. Par tout développement qu'on doit faire, il faut l'éducation. Depuis 2016, on doit le dire, au niveau supérieur, comme de recrutement d'AU, alors que l'éducation. La formation. Non, mais monsieur Ouassagari, vous pensez que rien n'a été fait donc sur le volet éducatif jusqu'à aujourd'hui? Aucun gouvernement ne peut rester les bras croisés. Il y a toujours quelque chose qui est fait. Vous repensez quoi concrètement? Je suis en train de... À part où vous voulez me couper? Non, du tout pas. Allez-y. Allez-y. Je dis que le gouvernement n'investit pas sur l'éducation. J'avais commencé par le niveau supérieur pour dire qu'il y a un manque de professeurs dans nos universités. Depuis pratiquement 1996, le gouvernement parle. S'ils ont fait un recrutement, c'est une seule fois peut-être après 2 ans après l'arrivée. Il faut des professeurs. Depuis 2016. Au niveau primaire, à l'heure où je parle, je viens fraîchement, j'ai fait le tour de certains villages, il y a encore des classes jumelées dans nos écoles primaires. On met les élèves de CI, CP dans la même classe avec un seul prof, avec près de 80 enfants. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on investisse sur l'éducation. Et après ça, aller sur la décentralisation. La nouvelle loi, la réforme sur la décentralisation, c'est une erreur. Au moins qu'on laisse que les populations à la base décident qui va les diriger, et ensemble, il faut vraiment une bonne participation des communautés pour le développement. On met les SE, les secrétaires exécutifs qu'on a mis, qui sont des sous-préfets déguisés. Les maires sont là, discutez avec les maires. Les maires ne sont pas heureux. Ce qu'on reproche aux maires, les SE ont commencé par faire les mêmes choses. Il suffisait seulement que le gouvernement ait beaucoup plus de regard, que le contrôle soit beaucoup plus présent, et les maires allaient se corriger. Les populations se reconnaissent plus à travers les maires que les SE. Vous déplorez alors donc ce système d'installation des SE, c'est ça? Il faut mettre l'accent sur les chefferies traditionnelles. C'est vrai, il y a les propositions de loi, un projet de loi qui se prépare, il faut que ça aille vite. Parce que nos États, malgré, après 112, pendant la Révolution, je crois, ils ont voulu fermer toutes les chefferies traditionnelles. Malgré ça, ces chefferies sont restées et continuent d'une manière à contribuer. Il y a les problèmes que dit justement ce transhumance entre les cultures. Si les chefferies étaient fortes, je pense que les problèmes que ces chefferies peuvent régler, ou des petits problèmes entre communautés, les chefferies. Donc, il faut qu'on donner un peu de pouvoir. C'est parce qu'aujourd'hui, le gouvernement pense, le gouvernement de la rupture, qui économiquement
créer un trou dans l'économie béninoise, mais qui communique énormément. Vous savez ça, en 2016, excusez-moi, je dis souvent 2016, dans une loi, un arrêté du ministère est venu pour interdire la circulation des documents administratifs. Pour le ministre Djanotin, il s'est retrouvé en exil parce qu'on lui reproche d'avoir partagé un document administratif. Tout ça pour empêcher les fonctionnaires de sortir de donner. C'est votre appréciation. C'est votre appréciation sur le fait. Vous avez peur. Du tout pas. Avoir peur de quoi? C'est votre appréciation sur le fait. C'est de ça qu'il s'agit, M. Wassangari. Oui. Ça veut dire en 2026, au départ du régime, si on nous dit ce qu'on va voir, les gens, tous les Béninois vont tenir la tête. Parce que déjà, on sent la fin du régime, la fin du mandat, comment on dit, les scandales commencent par pleuvoir. Alors, donc, développement durable, ça reste un défi. Les scandales vont commencer par pleuvoir. Les populations vont comprendre que ce qui se fait, la lutte contre la corruption, ce n'est que juste la communication. Et les gens, la prière te fait plus peur. La prière est là. Monsieur Wassangari, on comprend parfaitement votre position. Nous allons permettre à monsieur Akono de se prononcer également sur ce volet. Monsieur Akono, vous avez la parole. Merci beaucoup. Non, je crois que mon frère Wassangari est dans son rôle d'opposant. Je ne peux pas espérer mieux. Je le félicite d'ailleurs pour avoir fait des propositions pertinentes, pour avoir reconnu que certaines choses se font déjà de bien, mais qu'il faut mieux faire. Il y a beaucoup de scandales. Ben, je vais revenir là-dessus. Mais avant, je rebondis sur un mot prononcé par M. Thibodeau. Il a parlé de la stabilité. J'avais commencé par faire l'historique. Le général Kérékou, pendant la Révolution, parti unique PRPB, a réussi à faire un taux de croissance à 2 chiffres, 11%. Le président Soglo est un spécialiste de la chose et il a montré ce qu'il sait faire. Mais quand vous regardez dans le monde entier, les exemples font légion. Je vais parler de la Chine en tête, qui a sacrifié 3 générations pour en arriver là où elle est aujourd'hui, avec le parti unique. Je parlerai des 4 dragons d'Asie, la Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong, Singapour, qui sont très rapidement en 30 ans aussi passés des pays moins avancés en des pays émergents au nom de la stabilité. Vous allez me dire que ça, c'est en Asie. On peut revenir en Europe. Est-ce qu'on n'ose pas suffisamment cela? En Europe, oui. Nous pouvons citer le cas de l'Allemagne, où Merkel est resté la chancelière Angela au pouvoir pendant 16 ans, de 2005 à 2021, avec le CDU. Et descendons un peu en Afrique maintenant. Nous pouvons prendre le cas du Botswana, qui est l'économie la plus spectaculaire. Et c'est les conservateurs qui sont au pouvoir depuis l'indépendance, en 1966, jusqu'à ce jour. Je dirais qu'il faut plutôt qu'on fasse la démocratie à l'africaine. Et je vais m'en expliquer. En se basant sur le syncrétisme, je vais m'en expliquer. Permettez-moi d'aller au bout de ma logique. Sinon, vous n'allez pas me comprendre. Donc, quand je laisse l'Allemagne, je dis, bon, le Botswana, depuis 1966, les conservateurs sont au pouvoir jusqu'à ce jour. Pourtant, il y a alternance, il y a rotation des acteurs au sein de cette majorité. Quand nous laissons le Botswana, allons en Afrique du Sud, avec l'ANC, où le premier pouvoir, ils ont eu ça, je crois, en 1994, avec Nelson Mandela, et ils sont au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, il y a alternance. Tous ces pays que j'ai cités, l'Allemagne, tête de pont de l'Union européenne, le Botswana, dont l'économie est à 2 chiffres, déjà, ils ont fait plus de 12% de taux de croissance, ils ont les mêmes, je veux dire, puissances économiques que le Portugal, un pays africain. Quand nous prenons aujourd'hui l'Afrique du Sud, ce n'est pas à démontrer qu'il s'agit d'un pays fort au plan économique. Quand on s'inspire de cela, on va regarder un peu ce que le président Patrice Talon et son gouvernement ont fait de 2016 à ce jour, au nom de la stabilité au niveau de l'Assemblée nationale. Je peux peut-être dire que c'est un
un concours de circonstances où deux partis qui soutiennent le même président se sont retrouvés à l'Assemblée nationale. Je laisse tomber tout le contour. Constatons simplement que nous avons eu à l'Assemblée nationale une majorité et une minorité, mais les deux ensemble qui soutiennent l'action gouvernementale. Ça a permis à faire avancer très rapidement les réformes. C'est un avantage. C'est un avantage certain. Même si ça exclut un certain nombre de personnes, pas du fait de la volonté du gouvernement, parce qu'ils n'avaient pas les capacités à répondre aux exigences de la loi. La belle preuve, c'est que les FCB les ont devancés. Et je les en félicite. Ils ont participé aux élections communales, je crois en 2021. En 2020, excusez-moi, en 2020. Bon, si les démocrates n'ont pas eu la capacité de répondre aux exigences, ils doivent s'en prendre à eux-mêmes. Ils se sont exclus, je peux même dire volontairement, parce qu'après, ils ont monté leur capacité à aller aux élections législatives de 2023. Permettez-moi. Donc, cette stabilité a permis au président Talon de partir de 2,1% de taux de croissance que le président Yahya Bouni nous a laissé en avril 2021 pour faire le taux le plus fort de 6,4% en 2021 à la sortie de deux crises. La fermeture des frontières du Nigeria, principal partenaire commercial du Bénin, et la crise de la Covid-19. Je dis gérer de façon la plus intelligente possible. Le Bénin est cité parmi les pays au monde qui ont réussi à juguler la crise sanitaire liée à la Covid-19. Malgré tout ça, le volet social, on en parle toujours, ça ne va pas. Et pourtant, vous trouvez quand même qu'il y a assez d'efforts qui ont été faits. J'insiste sur ces aspects parce que je vais vous répondre, parce que ce sont des aspects qui ne sont pas visibles et touchables. Sinon, le programme d'action du gouvernement parle de lui-même. C'est-à-dire que les réalisations, personne ne peut nier ça, même pas les opposants. Nous avons eu de plus en plus de routes de qualité. Nous avons eu de plus en plus des hôtels 5 étoiles. Nous avons eu de plus en plus la cantine scolaire. Nous avons eu de plus en plus d'énergie. C'est beaucoup plus stable qu'avant. Monsieur Kamel s'est vu obligé de se recruter pour vous, en fait. Il a changé de poste parce qu'il ne comprenait plus rien. Il y a eu 83 milliards à Maria Delta. Comme le dit mon collègue Orden, on n'a pas eu une bûchette d'allumettes. On ne l'a pas eu. Pourtant, on a connu quand même des temps... Mais aujourd'hui, de plus en plus, nous avons de l'énergie stable. Nous avons de l'eau pour nos populations. Nous avons de l'eau pour nos populations. Nous avons les hôpitaux. Nous avons les hôpitaux de zone et l'hôpital de référence en construction. Reconnaissons ce qui est visible. Je ne voudrais pas en parler. Si, il y en avait. J'ai dit de plus en plus. Le Bénin n'est pas autonome. Excusez-moi, j'ai dit de plus en plus. D'accord? Et maintenant, si on revient à ce qui n'est pas visible, le taux de croissance, ça a connu un niveau, n'est-ce pas, une tendance croisière évolutive dans le temps. Aujourd'hui, pour se stabiliser à ce que nous connaissons. Donc, la réforme du système partisan que vous décrivez si tant, on en a vraiment besoin. Pour aborder en même temps les perspectives, nous devons tout faire pour aller au rassemblement. Nous devons tout faire pour aller au rassemblement. D'abord, au sein de la mouvance présidentielle, il faut une union forte. Si l'opposition peut s'inspirer de ça, pour qu'il y ait une union forte au niveau de l'opposition, nous aurons deux grands partis politiques. Nous aurons deux grands partis. Non. J'ai dit d'aller vers le rassemblement, j'ai dit. L'UPR, le BR et tous les partis alliés ensemble, l'FC2 pour en faire un seul parti, l'FC2, les démocrates et tous ceux qui sont autour d'eux, un seul parti, pour qu'on revienne à la limite à ce que nous vivons avec les Américains. Principalement, il y a les démocrates et les républicains. Je dis principalement. Et c'est eux qui se partagent pour l'alternance, c'est entre les deux que ça se passe. Si on peut en arriver ici, en nous basant sur un consensus national,
pour dire qu'est-ce que nous voulons pour le Bénin dans 30 ans. Qu'est-ce qu'il y a de l'intelligence partout. Dans les démocrates, il y a de l'intelligence. Dans l'FCD, il y a de l'intelligence. C'est pareil dans la mouvance présidentielle. Donc, cessons de faire ce clivage, de faire la démocratie à la française ou à l'occidental pour perdre tout ce que nous perdons. Ça ne nous permet pas de nous mettre ensemble pour régler le seul problème que nous avons. Notre seul ennemi, notre seule opposition, c'est la pauvreté. Et c'est ensemble que nous pouvons Maître, c'est vraiment passionné également. Alors, nous allons permettre à monsieur Ojo de se prononcer parce que là, il se sent un peu frustré parce qu'on ne lui donne pas la parole, monsieur Ojo. Vous avez la parole. Nous sommes au café Louis, mais je voudrais rappeler à M. Arnaud qu'il y a une race qui dit qu'il y a une richesse sur le plan. Depuis 2016 à ce jour, je ne veux qu'on me dise concrètement ce que le Bénin a bénéficié de ce pouvoir. Monsieur Ojo, c'est nous qui posons les questions, vous êtes là pour répondre. Ah, on pose les questions, je réponds. Ok, d'accord. Depuis 2016 à ce jour, il n'y a pas mal d'arguments de recrutement dans la fonction. Est-ce que vous êtes arrivé là? Je constate que quand c'est un intervenant du pouvoir qui prend la parole, on les laisse aller jusqu'au bout. Non, du tout pas. Allez-y, on ne vous a pas encore arrêté. Alors, non, monsieur Ojo, personne ne vous a encore arrêté. Allez-y, vous avez la parole. Allez-y, monsieur Ojo. N'oubliez pas ce que le gouvernement fait gagner les documents administratifs aujourd'hui sont venus sous ces. Ça ne devrait pas l'être. On confond démocratie à l'anarchie alors. On confond démocratie à l'anarchie. C'est ça qui fait le problème en fait. On va parler. Monsieur Ojo, c'est nous qui partageons la parole. Allez-y, vous avez la parole. Allez-y, on joue notre rôle. Allez-y, c'est à vous on a donné la parole. Monsieur Ojo, c'est à vous on a donné la parole. Allez-y. Non, c'est nous allons prendre votre défense. Allez-y. Il n'y a pas eu de recrutement dans la position. Allez, vous parlez de social. Je ne sais pas si vous êtes allé une fois au CRH, voir ce qui se passe au niveau de leur comment il était là, ce que je faisais pour vous, dialyse. Allez, c'est quoi? Ils ont fait des journalistes. Ils souffraient la dialyse. Le mec de la dialyse, on peut parler. Il y a laissé 2% de croissance. Pourquoi? C'était du social. La dialyse était subventionnée. Aujourd'hui, c'est peut-être 800 000 par semaine pour les bénévoles que nous sommes. On ne le sait pas. La maladie, ça peut venir à tout le monde. Et à tout le monde. Donc, tu n'es pas de ça en réponse. Vous dites qu'il y a la phase de 6%. Mais ne le plus. Parce que on peut parler, on peut le document et on peut le lever. Si on a fait par exemple 6%, la solidarité sur la population. Absolument. Allez sur la population, allez dans le regard, vous voyez ce que c'est là. D'abord, difficilement. La réalité est proche. C'est ce qui se passe avec le parents au village. Si vous êtes là, vous voyez ce qui se passe dans le Congo, on va faire des routes, on va faire des fleurs, tout ça va, et vous passez ce que là, les travaux, le lait, le fou tombé. Monsieur Ojo, vous proposez quoi en fait? Il faut que cette histoire fasse de tout ça.
soit redistribué. Est-ce que vous reconnaissez déjà qu'il y a croissance de 6%? Tout le réussite. C'est des milliers de licenciés qui vont sortir de l'université. C'est des milliers de titulaires de master qui vont sortir de l'université. Ils feront quoi? Voilà un gouvernement de social. Un gouvernement qui a de la perspective de ce pays. Il doit se poser cette question. Si j'ai déjà depuis 2016, il n'y a pas un seul recrutement. Et que chaque année, le nombre de diplômés augmente. Il faut que, comme vous l'avez dit, je suis d'accord, il faut que les mineurs se parlent. Il faut qu'on s'assied et qu'on retienne l'essentiel de ce qu'il faut pour notre pays. Pourquoi aujourd'hui le président moi je suis FCBE, je ne suis pas démocrate. Mais partout où le monsieur passe aujourd'hui, c'est la question de soutenir les gens. Pourquoi? On doit se poser la question de savoir pourquoi ça. Je vais souhaiter que quand le président Patrice Talon sort, que la population le passionne. Mais c'est un choix, monsieur Odio. Mais si la population n'est pas à l'aise, Mais puisqu'il a refusé sous un régime, si la population n'est pas à l'aise, ne mange pas, ça fait sous un régime, elle ne peut pas applaudir ce régime. Il faut infiniment dire merci au PDG donc, du complexe Agualand qui a accepté nous accueillir ici aujourd'hui pour le lancement donc, de ce premier numéro de cette émission. Merci donc au PDG, à l'honorable Edmond Agua qui a mis pratiquement tout à notre disposition afin que cette émission soit ce que nous constations aujourd'hui. Merci également aux invités parce que c'est pas évident que tous les boss soient réunis comme ça. Et on va démarrer par M. Odio, puisque on ne lui laisse pas souvent le temps de bien développer ses idées. Pour cette fois-ci, on le prend en première position pour lui permettre quand même de dire tout ce qu'il a sur le cœur, les propositions qu'il a sur le cœur. M. Odio. Vous ne parlez pas de nous alors que nous sommes là, justement. Quand vous voulez en parler, si ça ne vous arrange pas, vous nous tassez d'être proche de l'autre. Et vice-versa. On a besoin aussi quand même de votre soutien, des actions qui vont dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des journalistes béninois. Monsieur Odio. Je vous remercie. Je crois que au lendemain du dernier remaniement du ministériel fait par le président Patrice Talon, lorsque à FCBE nous avons constaté la suppression du ministère de la Communication, nous avons attaqué. Nous avons dit que ce n'est pas une bonne chose. Mais personne, même dans le rang des journalistes, il n'y a eu personne pour nous appuyer. Et la réalité est là. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que nous défendons la réalité est là. Qu'aujourd'hui, Monsieur Odio, pouvez-vous nous rappeler les actions que FCBE, particulièrement votre parti, excusez-moi, ne mélangez pas les pédales. Vous m'avez posé une question par rapport exactement aux conditions de vie, des professionnels des médias. Évidemment. Et qu'il a dit, il aimerait savoir ce que FCBE, par exemple, fait dans le sens de l'amélioration des conditions de vie et de travail des journalistes. Des journalistes, des professionnels des médias. Et j'ai dit, au lendemain du dernier remaniement du gouvernement, lorsqu'on a supprimé le ministère de la Communication, moi, mon parti politique a réagi pour dire que ce n'est pas une bonne chose. Oui, a réagi comment? C'est ce que Axel nous avons fait... Quelle action vous avez vous posé? Qu'est-ce que la presse ne vous accompagne pas? Qu'elle ne soit pas relayée? Non, attendez. Qu'est-ce qu'un parti de l'opposition peut faire comme action que de dénoncer? Nous avons dénoncé. Ah mais non, un parti de l'opposition, je ne vous apprends pas votre rôle, mais monsieur Odio, mais un parti de l'opposition peut accompagner, évidemment. Accompagner dans quel sens? L'action que vous avez menée dans ce sens-là, par exemple, pour accompagner... Mais c'est ça que je vous dis. Je dis, quand nous avons remarqué la suppression du ministère de la Communication, nous avons communiqué là-dessus. Nous avons dit que
ce n'est pas une bonne chose. Mais voilà. Tout au moins, vous avez posé un acte et on sait que la question... Maintenant, en dehors de ça, en dehors de ça, je n'ai pas fini. En dehors de ça, chaque fois que nous avons l'occasion, je pense que FCBE a toujours invité la presse en décembre, à la fin de l'année, à un déjeuner, débat où nous donnons la parole à la presse pour qu'elle puisse nous dire ce que nous avons fait de mauvais et bon, ce que nous on peut leur apporter. Nous avons toujours organisé ce dîner. Et l'année dernière, par exemple, qu'est-ce que vous avez pu apporter à cette presse? Non, écoutez, Monsieur Basile Thibozo était... Puisque vous aviez dit, vous l'avez dit vous-même. Je dis, ce n'est pas apporté en termes de finances, pas forcément ça, oui, mais qu'est-ce que la FCBE a fait? On s'est partagé, il y a eu échange d'idées entre eux et nous. Exactement, on va distribuer la parole. Nous ne pouvons pas faire plus que ça. Monsieur Odo, c'est-à-dire que les difficultés sont énormes. Vous voyez comment est-ce que mes confrères... Mais vous n'en avez pas parlé. Il a fallu la présence de monsieur Thibozo sur le... Bon, ok. Non, l'émission n'est pas encore terminée, monsieur Ojo. Ah, d'accord. Alors, ce n'est pas encore fini. Bon, maintenant, distribuer la parole, s'il vous plaît. Donc, en tant qu'acteur politique, voilà ce que eux, ils ont fait. On va continuer, justement, d'écouter les autres panélistes de cette émission. Olive. Monsieur Wassangari. Merci. On en met le 2016. Ce n'était pas facile pour les journalistes. On a connu un secteur qui, pendant les 10 ans du président Yahya Boni, était libre de s'exprimer. C'est vrai, rien n'est parfait, il y a des quoi. Mais à partir de 2016, c'était difficile pour les journalistes de s'exprimer. Les journalistes eux-mêmes étaient incapables de défendre leurs propres problèmes. Ils étaient incapables. Et on savait le contexte dans lequel on était, où c'était avec la loi sur le numérique. Les gens, même s'ils ont envie de défendre, si ce n'était pas pour soutenir le pouvoir, c'était difficile de parler. Parce que facilement, tu te retrouves à la criette avec 1 an en prison, 2 ans. Les cas sont légion. Depuis quelques mois, il y a une certaine décrispation qui a démarré. Et je pense que de plus en plus les journalistes aujourd'hui acceptent. Moi, il n'y a pas 3 mois, 4 mois, peut-être je dirais en 2023, il y a des plateaux qui acceptent des acteurs de l'opposition. Et en ce moment, même pour parler, avant les émissions, on te demande pardon de ne pas dire ci, de ne pas dire ça. L'homme n'est plus libre de s'exprimer s'il va sur un plateau. En ce moment, on se dit, alors pourquoi aller si tu ne peux pas sortir tes idées? Parce que aussi ne pas créer des problèmes. Qu'est-ce que les démocrates aujourd'hui pensent faire pour accompagner la presse, monsieur Wassangari? Soyons concrets, de façon très concrète. Je répondais plutôt en disant qu'est-ce que la presse elle-même pense que les démocrates peuvent faire. Non, nous ne sommes pas dans un contexte, ivoirien. Répondez à la question, monsieur Wassangari. On ne peut pas répondre de quelqu'un sans associer. Si les journalistes eux-mêmes n'arrivent pas à exposer les problèmes qu'ils vivent par peur, quelles sont les solutions? Vous en savez beaucoup maintenant, d'ailleurs, vous en avez parlé. De façon pratique, je voudrais demander à monsieur... Bien sûr, on a nos idées, c'est sûr. Pour essayer de voir un peu... Là encore, c'est mieux. Si vous répondez en ce thème, là encore, c'est mieux. Pour qu'un journaliste ne se retrouve plus en prison, parce que là, il a dit quelque chose, on peut trouver la formule. Très bien, les acteurs politiques. Je voudrais demander à monsieur Thibozo, quelles sont les urgences aujourd'hui en termes d'amélioration de conditions de vie des journalistes? Mais monsieur Oulefa, si tu permets, avant que monsieur Thibozo ne prenne la parole, puisque étant donc du domaine, était également un expert, nous allons lui permettre de revenir, nous allons permettre aux autres panélistes de se prononcer d'abord, et il va revenir pour faire en réalité le point. Monsieur Akonan, qu'est-ce que vous pensez donc de cette situation? Non, moi je dirais simplement que la liberté de presse aujourd'hui au Bénin se développe dans un environnement réglementé avec les différentes lois pour éviter que facilement on verse dans ce que je peux appeler le dilatoire.
En général, on me dit que non. Moi, je me suis retrouvé sur les plateaux à l'ORTD avec l'honorable Nouénou, aujourd'hui président, je crois, du groupe parlementaire Les Démocrates. Et personne ne lui a dit de ne pas parler. Je me suis retrouvé encore sur le plateau avec le docteur Moussia, qui a été virulent critique envers la gouvernance du président Talon. Et il y a aussi des gens qui continuent de s'exprimer. Mais lorsque vous voulez vous exprimer, prenez vos précautions. Sachez que ce n'est plus comme avant et qu'aujourd'hui, il y a une loi qui réglemente, il y a une loi sur le numérique qui réglemente ce qu'on est libre de dire ou pas, et essayer de travailler en respectant les normes professionnelles. Il y a des journalistes qui savent aujourd'hui qu'on peut s'exprimer au Bénin, on peut dire ce que l'on veut, mais on ne peut pas porter atteinte à la vie privée des autres, à l'honorabilité des autres, etc. Il n'y a pas de restriction. Il n'y a pas de restriction du tout. On est en train de tendre progressivement vers la professionnalisation du métier de journaliste au Bénin. Et je connais je connais un ici, parce que personne ne peut atteindre la perfection. C'est pour ça que je le dis ici. Je connais un ici qui est, je vais dire, complètement indépendant. Complètement indépendant dans ses analyses. Et qui dit ce qu'il pense. Je ne crois pas qu'il ait été inquiété une seule fois. Vous pouvez poser la question à M. Nourémy. Si jamais il a été inquiété, pour les vérités qu'il dit sur la gestion du président Patrice Talon, sur le comportement des opposants, etc. etc. C'est un journaliste que je respecte beaucoup parce qu'il ne fait pas la langue du bois. Et pourtant, personne, à mon humble avis, à ma connaissance, ne l'a inquiété pour ça. Donc essayons de ne pas tout politiser. Nous avons aussi, nous les partis politiques, le devoir d'éducation. Nous devons apprendre à dire la vérité pour que les gens sachent, qu'on ne les pousse pas en erreur, que les gens sachent que tout est en mutation. Lorsqu'on est en pleine réforme, il faut faire beaucoup attention parce qu'on dit personne n'est censé ignorer la loi. Monsieur Akona, merci beaucoup. Nous allons permettre. Non, monsieur Ouassagari, nous allons revenir sur. Monsieur Akade. Vous n'avez pas demandé à monsieur Akona ce que le BN peut faire. Monsieur Ojo, c'est nous qui donnons la parole ici. Oui, c'est nous qui donnons la parole. Alors, nous allons permettre à monsieur Akade de se prononcer. Il faut reconnaître que depuis un moment, la presse a gagné en responsabilité. Elle s'est professionnalisée, le travail se fait avec le respect de la déontologie. Il faut que l'État accompagne davantage les différents acteurs pour qu'on améliore qualitativement leurs conditions de vie et de travail. Et je crois que le chef de l'État a instruit le président de la RAC au fin de produire une réforme qui va aider à accompagner les acteurs de la presse afin d'améliorer leurs conditions de vie et de travail. Le souci donc reste que le gouvernement est soucieux d'améliorer la qualité en fait de travail, mais aussi les conditions. Il appartient maintenant aux parlementaires de télécharger des lois pour aider le gouvernement à aller davantage mieux dans ses intentions, parce que le chef de l'État, en fait, l'exécutif peut avoir des velléités. Maintenant, il appartient en fait au législatif d'aider à travers les tests pour aider à orienter l'action publique. Donc, le grand rôle est à jouer par notre Parlement, qui est en fait le temple de la démocratie, surtout que nous avons des opinions plurielles avec l'avènement des démocrates depuis un moment. Je souhaite que les démocrates animent des débats plus enrichissants, plus féconds, plus productifs, de sorte que notre démocratie continue sa marche, même si à un moment donné, nous avions été obligés de faire la queue. Vous savez évidemment qu'un véhicule à boîte neuf, après ce nombre de kilométrage, il faut faire la vidange. Nous avions fait la vidange, évidemment, de nos partisans à travers les réformes qui ont provoqué des grincements dedans, mais aujourd'hui, on se réjouit de ce que, depuis un moment, au Parlement béninois, il y a des voix discordantes qui portent la contradiction. Et c'est ce que nous voulons. Parce qu'en fait, vous savez que le jeu démocratique, c'est le nourrit de la contradiction. Exactement. Et les acteurs que je salue, les démocrates, qui font de plus en plus des efforts pour accepter les tests qui ont été pour la plupart votés avant leur avènement au Parlement, donnent l'impression que maintenant ils ont compris et que le jeu démocratique va se jouer avec beaucoup de franchise. Même si les recours ont été déposés, c'est le jeu normal, parce que dans l'architecture institutionnelle de notre État, c'est la Cour constitutionnelle qui est
qui est la suprême sécurité. Exactement. Et je crois que la Vous allez revenir. décision qui a permis aux démocrates de montrer qu'ils sont vraiment démocrates. Vous allez revenir J'en suis propositions. Je vais demander à M. Thibozo quelles sont les priorités, quelles sont les urgences de la presse nationale pour parler sur ce sujet. Merci beaucoup. Moi, je pense que j'ai jeté la boutade pour titiller les hommes politiques parce que j'ai fait le constat. Nous avons tous fait le constat depuis que les hommes politiques s'occupent de l'horizontalité de la presse et de la verticalité de la presse. C'est-à-dire que les médias, les hommes des médias sont là pour appuyer les hommes politiques. Ils s'occupent de ne savent pas les problèmes réels, immédiats à la population qu'ils vivent. Parce que je le dis, quand on pose une société de VR, des démocrates, des FCBE, etc., la traçabilité n'est pas claire en ce qui concerne ce qui passe de la presse. C'est ma préoccupation, ça. Il ne s'agit pas aujourd'hui, non, on est des professionnels en même temps. Nous sommes des hommes et femmes des médias, diplômés et tout, professionnels, pur et dur. On ne nous apprendra plus ça. Sauf quelques égarements, quelques poissons rouges qui viennent de la population, qui viennent un peu plus. Non, on connaît déjà tout ça. Mais aujourd'hui, le journaliste béninois, l'homme de presse béninois, le cadre, le caméraman, le journaliste, le réalisateur, le producteur a des difficultés existentielles, plus sur lesquelles les hommes politiques ne pensent pas. Aujourd'hui, on ne peut pas, dans le cadre de se sentir tranquille, ne peut pas en parler. Je voudrais que, comme opposition, de plus en plus, les hommes politiques tiennent compte de la presse dans les projets de société qui sont les leurs. La presse qui les accompagne, bien entendu. Quand on parle de réforme fondamentale, là-haut, je salue le chef d'État qui a lancé la réforme qui se termine en cours à travers la HAC qui est en train de faire tout un travail à ce niveau-là. Mais lorsque j'écoute les uns et les autres, je me rends compte que beaucoup d'hommes politiques ne connaissent pas les problèmes réels des médias. Il y a une seule loi qui nous gouverne, c'est le code de la communication. Tout est là. Si le BR, l'UPR, le FCBE, les démocrates prennent ce test-là, il peut y avoir des éléments d'amélioration des conditions de vie des personnes de médias. C'est ce que je voulais dire. Bien, merci beaucoup à vous dans ce forum de discussion, justement de décryptage de cette actualité aussi importante que l'indépendance du Bénin. Ça fait déjà 63 ans. Nous allons passer aux propositions pour sauvegarder les acquis. Je crois que nous allons permettre à présent aux panélistes de se prononcer là-dessus. Et M. Odio, nous allons commencer par vous. En termes de propositions, j'avoue qu'avec le pouvoir en place, il y a eu des réalisations qui crèvent à l'œil. Mais il y a un adage qui dit, tant qu'il reste à faire, c'est que rien n'est fait. Quand nous prenons par exemple la construction des nouveaux marchés, c'est une très belle réalisation. Ne serait-ce que l'architecture et le temps record qu'on a pris pour bâtir ces joyaux, je dis chapeau. Mais qu'est-ce qu'on attend pour mettre en service ces différents marchés? S'il y a des petits problèmes, il faut que les problèmes soient réglés afin que nos mamans, parce que ça touche directement à la vie de nos braves dames des marchés. Il faut régler les petits problèmes pour que ces marchés-là soient mis en fonction, pour que nos mamans puissent en profiter. L'autre chose, la loi sur la décentralisation qui a été révisée, où on a mené des SE, ce que mon frère et ami Kamel a appelé des sous-préfets. Je pense qu'il faut faire une relecture de cette loi. Le secrétaire exécutif au niveau des mairies. Voilà, je pense qu'il faut faire une relecture de cette loi et enlever cette affaire de secrétaire exécutif. Le code électoral, où on a dit que c'est après les élections communales, c'est le parti majoritaire dans la commune qui désigne le maire et ses adjoints. Nous, au parti FCBE, nous souhaitons que ces lois prises par la rupture elle-même soient respectées. Il faut auditer la liste électorale avant les élections générales
de 2026. Merci beaucoup. Nous espérons bien sûr que la FCB aussi fera feu de tout bois pour accompagner la presse dans son développement. Je pense qu'il faut maintenir les réformes et améliorer ce qui n'est pas dans la réforme choc. Donc, il faut mettre la réforme économique, la réforme financière, la réforme au niveau de tous les secteurs du pays, la réforme au niveau de la justice, avec la criette, avec le problème spécial chargé du foncier, etc. Ces réformes-là, qui sont conjoncturelles, doivent être structurées désormais. Parce que, comme l'a dit quelqu'un, il ne faudrait pas que, eh bien, à l'avenir, les choses changent parce que le régime. Il faut que les réformes qui sont aujourd'hui structurelles soient maintenues. Le ciment de la nation doit être soudé. Se battre pour que l'unité nationale soit de mise. Que le régionalisme complètement quitte un peu les cœurs et les esprits. Il fallait au-delà des différents communautaires. Il faut absolument nommer les grands communautaires. Il faut unir le pays, pacifier le pays. Les secteurs soient impactés. La presse a été le parent pauvre. De 72 à 90, c'est le parent pauvre. De 90 à 2021, c'est le parent pauvre. C'est pas de 93 que le président Mathieu Kérékou a décidé de mettre à disposition des médias l'aide d'État à la presse. Depuis 1960, c'est en 97 que la presse a eu une première aide qui a été consolidée en 2015-2014 par le président Yaïmone. Dès lors que la loi portant pour le fonds de la population a été votée, alors désormais c'est le fonds qui remplace l'aide. Désormais, l'aide meurt de lui-même, d'elle-même. C'est le fonds. Mais ce fonds n'a jamais existé jusque-là. Conclusion, aucun projet structurant ne peut être applicable à la presse. C'est ça le nœud. Je voudrais inviter les hommes politiques, la classe politique, à veiller à cet aspect-là des choses. C'est important pour nous. Et puis triste, et puis honteux, on est en 2023, Bénin, pays de démocratie, leader dans le monde, on a voté, nous avons eu les meilleurs tests en matière de presse dans ce région. C'est chez nous que les gens viennent copier. Mais au moment où je parle, à cette nuit-ci, aucun journaliste n'a un cadre de presse. Sa carte de presse, l'élément déterminant, structurant, qui fait un statut. Question vraiment d'actualité, c'est le souci principal aujourd'hui. L'invite aujourd'hui, c'est de tout faire pour que, eh bien, à partir de demain, le blocage qu'il y a au niveau de la carte de presse soit levé. Avant qu'on ne parle des avantages liés à la carte de presse. Quelqu'un parle de sous-création. Quelqu'un parlait de la retraite, du salaire du professionnel, de la facilité du professionnel, de la question de santé du professionnel. C'est des choses qu'on doit pouvoir imaginer pour que désormais on quitte un peu. Nous sommes des parents pour la République. Regardez bien, c'est clair. Pourquoi? Il faut maintenir la paix. Oui, nous devons travailler et consolider la paix, surtout parce que la démocratie a des exigences. Elle ne s'accommode pas avec la légèreté dont chacun doit jouer son rôle. Nous devons travailler à consolider l'état de droit et la démocratie d'une part. Nous devons préserver la stabilité de nos institutions. Nous devons œuvrer tous ensemble de sorte que la dynamique qui est en cours soit poursuivie, mais tout en travaillant à corriger les imperfections du système. Et vous savez évidemment qu'au plan économique, il est à souhaiter que nous poursuivions la mobilisation des ressources internes et externes pour permettre une efficience des dépenses, de sorte que dans les investissements, qu'on puisse avoir des retombées en train d'investir, afin que la richesse produite à travers les projets structurants et autres soit distribuée, redistribuée équitablement contre la pauvreté. Il faut évidemment veiller à ce que le système politique puisse se monter d'expérimenter, parce que le système partisan, c'est une expérimentation. Donc, c'est compris, j'espère qu'il y a des fois. Mais il faut corriger les imperfections du système et faire en sorte que nous puissions avoir une politique saine. Il faut travailler au plan social
le chef d'État a promis le redressement social. Je crois que si M. Spelza, à travers le document de programmation budgétaire et économique que vous avez reçu pour le débat budgétaire à l'Assemblée nationale, il y a sur le triennal, je crois, 2024-2026, il y a eu des propositions qui sont faites. Le gouvernement a pris l'engagement de travailler de sorte que le redressement social soit réellement senti par les populations. Ça reste un défi. Mais oui, maintenant, il faut faire en sorte que, ça, vous avez vu, le secteur de l'économie, le secteur de le champ politique, il y a le champ social, mais au niveau des écoles et établissements, nous savons que nous sommes en train de travailler pour inverser la tendance. Cela veut dire évidemment que notre système n'a pas hérité du colonisateur. Et c'est l'enseignement général. Or, l'enseignement général n'est pas porteur de développement. C'est une question avec l'accent sur l'enseignement technique. Et depuis le moment, il faut inverser évidemment les intrants de sorte que nous ayons 70% d'intrants au moins au niveau des centres techniques et 30% au niveau de l'enseignement. C'est la volonté du gouvernement, de toutes les façons. Ils y sont. Et en cela, si on trouve la dynamique, on va lutter contre le chômage de masse dont on parle. Maintenant, il y a un problème que nous devons tous ensemble reconnaître, c'est qu'il y a une crise. Qu'on le veuille ou non, il y a une crise au sein de la société. Et cette crise appelle des solutions, je crois, non seulement au niveau des parlementaires, mais aussi au niveau de l'exécutif. Et il faut plaider pour que le chef de l'État, en tant que garant de l'unité nationale, puisse évidemment avoir un cœur plus doux envers les enfants qui ont fauté et qui se sont retrouvés malheureusement dans les maisons d'arrêt et dans nos prisons, pour que nous puissions renouer avec le bon vivre ensemble. Et entre autres, le président d'honneur du Parti des démocrates a dit qu'il souhaite qu'à l'occasion de ce 63e anniversaire, que ce soit une méditation et l'introspection sur notre vivre ensemble. À présent, nous allons permettre à Maître Apollon, autant pour moi, de se prononcer également sur les dispositions à prendre pour réaliser donc ces actes. Merci, je vous remercie beaucoup. Je reviendrai déjà sur ce que j'avais déjà dit, mais avant, je voudrais remercier ceux qui se sont prononcés avant moi, qui ont fait de très belles propositions, qui ont fait une bonne synthèse de ce qui se passe, notamment par rapport aux différentes réalisations du gouvernement, ce qu'il faut faire pour améliorer, par rapport à la paix, par rapport à l'amélioration des conditions de travail et de vie des journalistes. Moi, je suis surpris ce soir de ce que j'ai entendu des journalistes, de très belles propositions. Je retiens beaucoup de choses dans ce que M. Tibozo a dit. Je retiens aussi tout à l'heure ce que M. Noureni et Bachola ont eu à dire. Ce sont des apports de qualité. Pour dire que quand on parle de développement durable, le mot durable lui-même veut dire ce qui s'inscrit dans la durée, donc dans le temps. Le seul mot que je retiens, c'est la stabilité. Et j'ai cité déjà assez de pays dans le monde entier qui ont pris par là. Alors inspirons-nous de cela. Pour faire quoi? Pour nous unir autour d'un consensus national. Le consensus national reviendra à ce que nous planifions d'abord notre économie et de façon consensuelle. Et mouvanciers d'aujourd'hui, opposition d'aujourd'hui, qu'on puisse s'asseoir autour de la même table pour réfléchir sur ce qui nous unit, le développement du pays. Dans le sens, pas de tout partager aujourd'hui, pour dire qu'on fait du social, mais dans le sens de réserver quelque chose pour la prospérité. Et c'est ce qu'il fait, c'est ce à quoi s'appelle le gouvernement du président Patrice Talon depuis 2016, en jetant les bases d'un développement durable. Ces bases étant jetées désormais, nous pouvons donc projeter l'avenir de notre pays et nous réunir autour de cela. Je continue de réitérer que, au sein de la mouvance, comme au sein de l'opposition, le Bénin regorge des compétences en termes de ressources humaines capables de conduire le développement de ce pays. Eh bien, si on peut le faire et aller vers ce regroupement, à défaut d'avoir un parti unique, aller au moins essentiellement avec deux partis, pas dans le sens de l'opposition et de la mouvance, je continue de le dire, mais dans le sens d'une majorité et d'une minorité qui peut à chaque fois, à l'issue des élections, changer, mais nous tous autour du même idéal, celui du développement durable, il n'y aura aucun souci pour ce pays. Je propose donc pour finir une démocratie basée sur la trilogie majorité, minorité et stabilité. Pour dire merci à tous ceux qui ont organisé cet événement et qui nous ont permis d'être là aujourd'hui. J'espère que le rendez-vous sera pris pour l'année prochaine. Je vous remercie. Je viens aussi dire que
personne ne contre les réformes. Seulement, ça fait du mal de penser que les réformes sont dirigées vers quelqu'un ou les réformes faites ne sont appliquées que si ça concerne quelqu'un. C'est ça qui fait mal. Et aussi, j'aimerais ajouter que il faut, comme je l'avais dit plus tôt, il faut vraiment qu'il y ait comme base dans le système, qu'on passe tout pour qu'on ait des systèmes forts que d'avoir des hommes forts. Parce qu'on a des systèmes forts, qu'ils soient en tout, et que ce soit la personne qui est là, et comme l'a dit le doyen, la personne sera toujours le talon du doyen. C'est vrai que la personne n'aura le choix que de travailler, parce que le système qui l'obligera à prendre une vision donnée, établie. Donc, c'est ce que je voulais également dire. C'est pour ces raisons que, plutôt, qu'il faut beaucoup plus investir dans l'éducation. Et c'est ensemble. Si en 1990, il y a eu la conférence nationale des forces vives, et les gens ont pu accepter les conclusions qui, pendant au moins 30 ans, nous a permis d'accepter. Il faut vraiment qu'on s'asseye, que les gens ne se disent pas qu'on veut leur imposer le développement. Il faut que chacun se dise, j'ai contribué au développement. Et je vais continuer aussi par abonder dans le sens que mon frère Ojo peut dire, en 2026, dans moins de 3 ans, sur les premières élections générales que nous allons aborder. Nous connaissons tous que les élections de 2023 n'ont pas été parfaites. Il y a eu des problèmes, assez de problèmes sur la liste électorale. Les Béninois n'ont pas retrouvé leur poste de vote. Donc il faut que ça serve vraiment. Et par le passé, il y a des problèmes en ce qui concerne la liste électorale. Pour que chacun se sente concerné, il y a eu des systèmes de cause-lépi qui ont été mis en place à l'Assemblée pour que toutes les parties prenantes. Et comme le dit le protocole additionnel de la CEDEAO, qui dit que pour les élections, il faut que toutes les parties puissent dire leur mot en ce qui concerne la liste électorale, la condition électorale. Là, les résultats sont facilement acceptés. C'est pas parce que 2023 est arrivé, les gens ont accepté malgré tout ce qu'on peut reprocher. Vous avez qu'en 2026, peut-être que les gens vont accepter. Parce qu'il faut toujours tenir compte des élections générales. On n'a jamais connu. Donc il faut que les électeurs retrouvent leur poste de vote. Ça va être une prouesse là. Parce que c'est les élections présidentielles. En 2026, il y aura les élections présidentielles. En ce qui concerne pas les élections législatives, la circonscription électorale est limitée. Quel soit le cas, les gens peuvent accepter. Mais pour les élections présidentielles, c'est un seul candidat sur toute l'étendue du territoire. Si le candidat estime que sont dans cette zone que les électeurs ne retrouvent pas le poste de vote, ça peut amener beaucoup de choses. C'est pour ça que je prie vraiment pour que les joueurs venir, qu'on puisse s'asseoir ensemble pour voir comment faire pour aborder 2026 dans la paix, pour renforcer la paix. C'est vraiment important. Et je tiens aussi à dire que les coups d'État n'ont jamais développé un pays. Je n'ai pas vu un pays où il y a eu un coup d'État, ils ont pu se développer, ils ont pu faire mieux que ce que je faisais. Je tiens également à ajouter que les coups d'État ne sont pas que militaires. Il y a des coups d'État conditionnels et dans ce sens, l'exclusion est également un coup d'État. Il faut qu'on passe tout pour que tout soit inclusif et qu'ensemble, main dans la main, qu'on puisse contribuer au développement du pays. Il faut s'asseoir, dites-vous, il faut le dialogue. Merci beaucoup pour ces belles propositions. Axel, nous allons vraiment remercier nos invités. Oui, nous allons remercier nos invités pour d'abord la disponibilité, d'avoir accepté même pour participer donc à ce premier numéro donc de cette émission. Merci à chacun et à tous. On retient finalement que l'initiative elle est bonne. Alors à titre informatif, très rapidement, c'est une émission qui va se répéter de façon hebdomadaire. Chaque vendredi, par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Voilà. Bien sûr, exactement. Vous avez tout dit, Axel, par la grâce de Dieu. Olive, merci beaucoup
d'avoir animé cette émission avec moi, Axel. Merci à Oli. Infiniment merci. Merci à nos invités. Je vais demander pour boucler définitivement l'émission aux organisateurs de venir. Justement, ils sont derrière la caméra. Je voudrais les voir justement ici avec nous et avec nos invités que je voudrais demander tout gentiment de se lever. Je vais demander également à Axel et à Olive de me rejoindre ici au milieu. Nous allons nous applaudir pour cette belle initiative qui ne fait que démarrer. Je vous demande à M. Tossou, oui, bien sûr, de nous rejoindre. Exactement pour boucler en apothéose cette émission spéciale. Merci beaucoup à vous, Olive. Merci à vous, Axel. Axel est où? Oui, venez rester juste à côté de moi. Merci au public. Merci. Est-ce qu'on peut s'applaudir pour boucler cette émission-là? Merci à toutes et à tous. Et on va dire à la semaine prochaine.